Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat et à la une ce soir, encore un texte rejeté par le Sénat ce matin. Il s'agit du projet de loi de programmation budgétaire. Hier, c'est le texte sur le bonus-malus énergétique qui a été rejeté en séance. La faute aux communistes qui prennent de plus en plus leur distance avec le gouvernement. 7 ans après le décès de 2 adolescents à Clichy-sous-Bois, la Cour de cassation a annulé le non-lieu en faveur de 2 policiers. La mort en 2005 de Zied Ebounia avait déclenché l'embrasement des banlieues françaises. Pierre Mendès France au Panthéon, c'est la proposition d'Harlem Désir, le tout nouveau premier secrétaire du PS qui déposait une gerbe ce matin dans le jardin du Luxembourg à l'occasion des 30 ans de la mort de Pierre Mendès France. Bonsoir à tous. Les jours se suivent et se ressemblent au Sénat. Après le rejet hier soir du texte sur les tarifs de l'énergie, c'est au tour du projet de loi de programmation budgétaire d'être retoqué par la Commission des finances du Sénat. Comme hier, les communistes ont joint leur voix à celle de l'UMP et des centristes pour empêcher l'adoption de ce texte. Cela sonne comme un avertissement pour le gouvernement à quelques jours de l'examen du PLF. Sandra Serquira et Fabrice Cuny. Cette nuit, les communistes ont rejeté au Sénat, avec l'aide de la droite, le texte sur l'énergie. Et aujourd'hui, toujours avec les voix de l'UMP et des centristes, ils retoquent en commission la loi de programmation budgétaire. Un désaveu à chaque fois pour le gouvernement, les socialistes minimisent. Ils considèrent que ce traité budgétaire européen n'est pas satisfaisant, qu'il faut s'y opposer. Ils l'ont manifesté en votant contre le traité il y a 15 jours. Ils l'ont manifesté hier en votant contre la loi organique. Et à leurs yeux, c'est la 3e étape, ils votent aussi contre la loi de programmation. De plus en plus, les communistes prennent leur distance et s'installent dans l'opposition, même si officiellement ils s'en défendent. La droite se frotte les mains et ironise. La question qui se pose en termes politiques, c'est de savoir si le gouvernement s'en moque ou s'il ne s'en moque pas. Il peut s'en moquer, considérer que la décision est prise par l'Assemblée nationale. Il peut aussi considérer que ce n'est pas forcément une très bonne chose pour la gauche de mépriser l'une de ses composantes. Et donc rechercher un accord politique. Un accord dans le cadre duquel des concessions seraient faites au Parti communiste et au Front de gauche. Des concessions seront-elles faites pour empêcher les communistes de voter contre le budget au Sénat dans quelques jours? S'ils venaient à faire défaut, le volet crédit ne serait pas mis au vote et la loi de finances reviendrait à l'Assemblée, ce qui renforcerait encore un peu plus l'image d'une gauche divisée. Le gouvernement est déterminé à faire aboutir cette réforme. Déclaration de Delphine Batho, la ministre de l'écologie, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Elle a annoncé la tenue prochaine d'une réunion avec les députés et les sénateurs sur le texte sur l'énergie pour espérer arracher un compromis. En cas de nouvel échec des négociations, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Julie Hulin. C'était l'un des 60 engagements de campagne de François Hollande. Une proposition de loi sur la transition énergétique et la tarification de l'énergie. Malgré son rejet au Sénat, le gouvernement est bel et bien décidé à aller jusqu'au bout. Le gouvernement est donc déterminé à faire aboutir ce texte rapidement. Il continuera son chemin sur le plan parlementaire et le vote de cette motion d'irrecevabilité est un obstacle, c'est vrai, mais il ne me paraît pas indépassable. 2 possibilités. Que les présidents des 2 assemblées convoquent la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, ou bien qu'une seconde lecture du texte soit directement proposée dans chacune des chambres. En attendant, les tractations entre gouvernement, députés et sénateurs socialistes vont bon train. Objectif, aboutir à un compromis avec les communistes. Marie-Arlette Carlotti, la ministre chargée de la lutte contre l'exclusion, s'inquiète, elle, du retard provoqué par ce blocage. Un retard qui empêche, selon elle, la mise en place de mesures de protection des plus vulnérables. Et interrogé au micro de Sandra Serquera, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, a rappelé que la majorité sénatoriale n'était pas la majorité gouvernementale. Il faut dire qu'elle n'est que de 6 voix. On l'écoute. Dans la mesure où la majorité ici au Sénat n'est pas la majorité gouvernementale, il va y avoir des textes sur lesquels, par exemple, nos collègues communistes ne voteront pas. Mais à partir de là, nous savons bien, disposant de 6 voix de majorité ici au Sénat, que ces textes ne pourront pas passer. Il s'agit d'avoir aussi des relations très étroites avec nos collègues du groupe communiste, qui sont très attachés
à leur place au sein de la majorité sénatoriale, peut-être de faire en sorte que nous puissions prendre en compte également ce qu'ils nous disent. Nous sommes là pour respecter tous les groupes ici au sein du Sénat. Mais c'est une réalité qui est une réalité politique, il faut être lucide. La Cour de cassation a annulé le non-lieu en faveur des deux policiers, 7 ans après la mort de 2 adolescents à Clichy-sous-Bois qui avaient causé les émeutes de banlieue en 2005. Pour le sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis, ancien maire de Clichy-sous-Bois, Claude Dillin, l'espoir d'un procès renaît pour les familles des victimes. On l'écoute, il était interrogé cet après-midi par Cécile Sixou. Les familles, évidemment, souhaiteraient ce débat et on peut les comprendre. Parce qu'elles ont du mal à faire leur deuil dans la mesure où voilà, elles ne savent pas trop ce qui s'est passé. Et puis elles ont le sentiment quelquefois de passer de victime à un peu coupable, quoi, comme si leurs enfants étaient un peu coupables de quelque chose. Donc c'est évident, c'est compréhensible que les familles souhaitent ce procès et les amis de la famille dont je fais partie. Mais c'est intéressant aussi pour les policiers. Je crois qu'il faut que les choses soient claires. C'est pas, le corps de police n'est pas attaqué dans cette histoire. C'est simplement de savoir quelles sont les responsabilités, comme n'importe quel citoyen. Et on vient d'en parler, parmi les dispositions contenues dans la proposition de loi sur le tarif de l'énergie qui a donc été rejetée hier par le Sénat, figure l'extension de la trêve hivernale à tous les consommateurs. Trêve qui débute demain. Comment les communes se préparent-elles à la mise en place d'hébergements d'urgence alors qu'un SDF est décédé dimanche dernier à Paris? Reportage à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, Jérôme Rabier. Qui dit trêve hivernale dit température en baisse et possible déclenchement du plan grand froid. Activé par les préfets, c'est ensuite au maire de prendre le relais. À Rosny-sous-Bois, la ville a mis en place un dispositif d'urgence. Dès que nous sommes alertés par le préfet du déclenchement grand froid, je fais une réunion de façon à mettre le plus rapidement possible, on a 24 heures, le centre qui va accueillir les 100 domiciles fixes. C'est au stade municipal de la ville, dans un local d'habitude dédié aux associations sportives, que 12 lits sont installés. Alors, la ville met à disposition les lieux, c'est-à-dire la partie dortoir et la partie sanitaire. Et après, la gestion est faite soit par la Croix-Rouge ou par une autre association. Des lits de camp sommaires, mais au moins ici, les lieux sont chauffés. Une télévision et une machine à café viennent aussi réchauffer le quotidien des sans-abri. Pour un investissement minimal de la ville, malgré le fait qu'aucune obligation d'accueil ne soit imposée aux communes. C'est un investissement dans la mesure où on a acquis les lits, les couvertures. On pense qu'on doit faire cet effort-là. Il n'est pas admissible d'avoir des personnes dehors lorsqu'il fait très froid. Avec un nombre de sans-abri estimé à 100 000 personnes en France, certains élus militent désormais pour que chaque commune ait un lieu à proposer lors de températures de grand froid. Pour plus de prévention chez les jeunes, c'est la conclusion d'un rapport de la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Corinne Bouchoux, remis ce matin. Pour elle, pas besoin d'une nouvelle loi pour lutter contre l'hyperalcoolisation de certaines soirées étudiantes. La législation existante suffit, comme elle l'a expliqué à Camilla Campusano. On a recensé environ 10 000 soirées qui peuvent donner lieu à des excès. Et donc nous nous sommes dit qu'on n'allait pas inventer, permettez-moi l'expression, une usine à gaz pour 10 000 fêtes qui n'auraient pas été utiles. Nous avons plutôt essayé de faire un diagnostic et puis nous allons essayer maintenant de parler de ce rapport et de faire en sorte que ce soit la prévention qui s'impose et non pas la répression. En visite officielle à Paris, Benyamin Netanyahou a rencontré François Hollande. Le président de la République demande la reprise sans condition du processus de paix au Proche-Orient. Le Premier ministre israélien s'est dit, lui, prêt à négocier. Les partisans d'une fiscalité écologique devront encore attendre. Peu de mesures en faveur de l'environnement figurent dans le projet de loi de finances, d'où l'impatience des associations de défense de l'environnement qui dénoncent un rendez-vous raté. Marie Brémaud. Il y a 1 mois et demi, François Hollande réaffirmait le cap écologique pour son quinquennat. Mais la fiscalité verte semble être la grande absente du projet de loi de finances 2013. Certes, sont inscrits l'extension de la taxe générale sur les activités polluantes sur l'air et le renforcement du malus automobile, mais on est bien loin des ambitions affichées par le gouvernement. Par exemple, pas un mot sur une éventuelle taxation plus importante du diesel, et ce alors que Jean-Marc Ayrault, en septembre, a annoncé préparer plusieurs mesures pour faire converger
notre pays vers la moyenne de l'Union européenne. L'engagement a été fermement pris durant la campagne présidentielle, faire passer la part d'électricité produite par le nucléaire de 75 à 50% d'ici à 2025 et fermer la plus vieille centrale nucléaire de France, Fessenheim, fin 2016. Si la volonté politique est affichée, certaines associations de défense de l'environnement s'inquiètent et se demandent pourquoi les réacteurs de Fessenheim ne sont-ils pas déjà mis à l'arrêt. Si François Hollande a clairement fermé la porte à l'exploitation des gaz de schiste, le débat pourrait être relancé le 5 novembre prochain par le rapport de Louis Gallois. L'ancien patron de ADS expose clairement que la France ne peut faire l'impasse sur une telle richesse. L'un des projets écologiques les plus ambitieux concerne l'habitat des Français. En 5 ans, le gouvernement souhaite mettre aux normes énergétiques plus de 4 millions de logements. Mais les modalités pour y parvenir ne sont pas encore connues. Comment financer, comment inciter, faut-il obliger? Des réponses que l'exécutif va devoir rapidement trouver. Nous ouvrons le débat de ce 19h consacré ce soir à la fronde des parlementaires communistes avec nos invités. Marie-France Beaufils, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice donc, du groupe communiste d'Indre-et-Loire. Et face à vous, Jean Germain, vous êtes le sénateur-maire socialiste de Tours également, donc sénateur d'Indre-et-Loire. Alors Marie-France Beaufils, encore un texte rejeté ce matin en commission des finances. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça n'a rien à voir avec une fronde. Nous avons des choix politiques qu'on a clairement affirmés pendant la campagne électorale qui vient de se tenir. Campagne des présidentielles où au deuxième tour on a décidé d'apporter nos voix pour que François Hollande soit élu et que Nicolas Sarkozy soit remercié de ces 10 années quand même pendant lesquelles on a fortement souffert. Donc aujourd'hui, on est là dans vraiment l'expression des choix politiques qui sont les nôtres. La loi de programmation des finances publiques est complètement dans l'orientation de la loi organique des finances votée la veille et qui elle-même est dans le cadre du traité de stabilité européen. Donc, je veux dire, notre désaccord, il est un désaccord politique de fond dans ce domaine. Jean Germain, vous étiez présent ce matin à la commission des finances. Comment jugez-vous le vote des communistes? Je le juge normal. La vraie question politique se posera au moment du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Le Parti communiste est opposé au traité européen. La loi qui était proposée, enfin le projet de loi proposé ce matin, vise à mettre en œuvre cette loi et à parvenir finalement à un certain nombre d'objectifs financiers qui ne sont pas acceptés par le Parti communiste. Donc ce n'est pas une surprise importante. Par contre, il faut, dans le cadre de la préparation du budget, avoir un dialogue. Et là, évidemment, le sujet va être de résister aux tentations qui sera faites aux uns et aux autres, de mettre un peu d'huile sur un feu qui n'existe pas d'ailleurs. Mais voilà, on voit bien quels sont les commentaires qui sont faits ces derniers jours. Justement, Guillaume Bachelet, numéro 2 du Parti socialiste, a dit ce soir, quand on est de gauche, on ne vote pas avec l'UMP. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-France Beaufils? Je crois que ce n'est pas très sérieux de la part de M. Bachelet de dire cela. Parce qu'à ce moment-là, que dit-on quand hier l'UMP a voté la loi organique? À ce moment-là, je dis au Parti socialiste qu'il ne faut pas voter en même temps que l'UMP un texte. Enfin, vous voyez, si on en est à ce stade-là, on ne va pas pouvoir très bien travailler à construire un autre projet pour la France. Nous ne sommes pas du tout dans cette démarche. On est dans une démarche où on a des choix politiques que l'on affirme clairement. Nous pensons que vouloir aller à marche forcée à cette réduction du déficit public est trop forte et elle va avoir un trop grand impact sur les dépenses publiques et sur les services publics. Je prendrai un exemple sur les collectivités territoriales. Réduire en 2014 et 2015 de 750 millions chacune de ces années la part des dotations de l'État aux collectivités territoriales va être un impact important. Donc, vous voyez, c'est pas de la politique politicienne, c'est vraiment du fond et nous avons envie d'en débattre. Et nous ne fermons aucune porte en ce qui concerne la loi de finances. Nous disons au gouvernement, nous voulons discuter, nous voulons échanger, nous voulons réfléchir ensemble à ce qui est bon pour la France et pour les Français. Encore ce matin, le texte, vous le mettez la pression sur le gouvernement, clairement, c'est une stratégie
De chantage, on peut dire. C'est pas une question de stratégie, c'est une question de choix politiques fondamentaux. Quand on est en désaccord, je ne vois pas pourquoi, en démocratie, on ne peut pas l'affirmer et le dire clairement. À quoi cela sert-il de maquiller sa position? Il n'y a pas de raison. Les Français sont suffisamment adultes pour entendre qu'à certains moments, on a des points de désaccord. Là où, par contre, la loi de finances nécessite au Sénat qu'il y ait un véritable échange, un véritable débat. Quand nous disons qu'il faut un échange, une discussion avec le gouvernement, c'est parce qu'il ne faut pas que ce que l'on discuterait au Sénat soit remis en cause ensuite à l'Assemblée nationale, parce qu'à l'Assemblée nationale, la majorité peut être faite sans nous. Voyez pourquoi c'est bien un échange avec le gouvernement qui nous est nécessaire aujourd'hui. Bruno Le Roux, le chef de file des députés socialistes à l'Assemblée nationale, a dit qu'il fallait absolument une concertation permanente avec tous les groupes de gauche. Est-ce qu'elle a lieu, cette concertation au Sénat, Jean Germain? Écoutez, je pense qu'elle doit avoir lieu. Je pense qu'elle a lieu. Le sujet, c'est de l'intensifier. Ça me paraît logique. Le fait qu'au Sénat, il y ait une majorité juste. 6 voix. 6 voix. Et donc pas une majorité de gouvernement, puisque le Parti communiste n'appartient pas au gouvernement. C'est évidemment quelque chose qui doit être noté. Donc, faire que le Parti communiste ne vote pas un texte, c'est pas la fin de la majorité de gauche. Mais c'est un signe pour le gouvernement. Le fait qu'on soit amené à négocier, je pense, est une bonne chose, parce que c'est la même chose dans la société. On ne peut pas considérer que le fait d'avoir plusieurs partenaires à gauche et donc une obligation de dialogue soit quelque chose de négatif. Bon, par contre, il y a des moments, le moment va approcher, c'est quand même le projet de loi de finances, le budget de l'année. Le 22 novembre. Voilà. Et donc c'est là, à mon avis, à mon humble avis, parce que je suis que sénateur de base, mais dans les grandes villes, on discute quand même. On a aussi des communistes dans les conseils municipaux, dans les agglomérations, des Verts. Alors que dites-vous ce soir à Marie-France Beaufils pour la convaincre de voter ce projet de loi de finances, Jean Germain? C'est pas à moi de le dire comme ça. Je dirais que ça serait extrêmement imprudent, et je pense qu'il y a suffisamment d'imprudence ces derniers temps pour ne pas ajouter la mienne. Je dis simplement qu'il faut que le Parti communiste dise qu'est-ce qu'il souhaite, quelles sont les orientations qu'il souhaite, ou est-ce qu'il pense, puisqu'il n'appartient pas au gouvernement, mais il ne combat pas le gouvernement, quelles sont les orientations sur un certain nombre de points qui lui paraissent nécessaires. En face de ça, le gouvernement doit dire, nous, voilà un certain nombre de choses qui nous paraissent absolument nécessaires. Et on peut très bien voter un projet de loi alors qu'on n'est pas d'accord avec l'intégralité du projet de loi. Ça me paraît normal. Après, il faut mettre la concertation en œuvre. Plus il y en a, mieux ça vaut. Parce qu'on a besoin quand même dans le pays aussi, dans la période que nous traversons, d'une unité aussi de la gauche. L'unité de la gauche, ça ne veut pas dire qu'elle est uniforme. Et d'ailleurs, on le sait. Donc, c'est une force. Quels sont les points d'achoppement? Quelles sont les choses qui ne sont pas négociables pour vous? Je crois qu'on ne peut pas dire quels sont les points négociables. On a des questions que je vais d'abord réserver au gouvernement, puisque on a bien sûr des contenus relativement précis que l'on veut aborder. Mais je crois que, pour être très simple pour les téléspectateurs, lors de la loi de finances en décembre 2011 pour la loi de finances 2012, nous avons, avec le groupe socialiste, voté un certain nombre de grands axes de décisions financières qui ont eu notre agrément. Aujourd'hui, il y en a un certain nombre qu'on ne retrouve pas obligatoirement dans le projet de loi de finances initial, pour lesquels nous disons pourquoi ne les reprend-on pas? Ça concerne aussi bien des aspects d'impôt sur les sociétés ou de participation un peu plus importante des dividendes, etc. Vous menez les négociations avec Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste, auprès de l'exécutif, justement, pour avancer sur ces points. Vous avez bon espoir d'ici le 22 novembre de trouver un compromis? Si on n'a jamais espoir d'avancer, on n'engage jamais de négociation. Moi, je pense qu'il y a des points sur lesquels on pose un certain nombre de problèmes. J'ai posé la question aussi des collectivités territoriales tout à l'heure. Je crois que ce ne sont pas des sujets que seuls les communistes débattent. Je pense qu'y compris un certain nombre de collègues d'autres sensibilités
de gauche sont aussi sensibles à un certain nombre de ces sujets. Ce que l'on souhaite, c'est que le gouvernement prenne le temps de nous entendre et de nous dire voilà ce sur quoi nous on est prêts à avancer. Si vous voulez, c'est quand même pas la droite qui tire profit de cette situation. Je vous pose la question à tous les deux. Déjà cet après-midi, Laurent Wauquiez raillait le délitement de la gauche. Jean-François Copé parle d'un profond malaise au sein de la majorité. Écoutez, Laurent Wauquiez, voilà, il a interdit la fête des sorcières là chez lui. Bon, il a peut-être autre chose à s'occuper, hein, voilà, en disant que ça perturbait les fêtes de la Toussaint. Bon, voilà, faut arrêter de blaguer. Et je pense que quand on voit aussi ce qui se passe hein, à l'intérieur de l'UMP, bon, mais ça, il y a 3 millions de chômeurs. Je ne veux pas entrer là-dedans personnellement. Je trouve que le sujet, bon voilà, moi je soutiens le gouvernement. On a des perspectives de réduction du déficit. Pour réduire le déficit, on a décidé de ne pas supprimer un certain nombre de dépenses, mais d'augmenter la fiscalité, à la fois sur les patrimoines et sur les entreprises. Et parce qu'on considère que ça maintient la consommation et que ça maintient une certaine forme de croissance. Il faut revenir à une croissance. On espère que d'ici la fin de l'année et au début du premier trimestre, on va arriver à avoir une croissance. Donc je crois que c'est le sujet numéro 1. Et ensuite, voilà, il faut qu'on arrive à des sujets, à remettre en route le projet de loi sur le logement, parce que c'est quand même la deuxième grosse préoccupation pour les gens, pas simplement s'en préoccuper l'hiver, parce qu'il y a des gens qui sont dehors. Il faut remettre ça en route. Voilà, alors après, bon, bah, la droite, voilà, elle essaye de faire oublier que... voilà, elle a pris quand même un... T'as l'impression de faire le jeu de la droite hein. Non, absolument pas. D'abord parce que je crois qu'il faut cesser de voir la politique au travers de prismes qui ne permettent pas d'aborder les sujets de fond. Moi, je suis sur les questions de fond. Comme le vient de le dire Jean Germain, on a des millions de chômeurs aujourd'hui. On a besoin de redonner une dynamique à l'activité économique. Et nous pensons que la part de la dépense publique est très importante pour pouvoir redonner à notre pays des capacités d'intervenir. D'ailleurs, au moment de la crise financière en 2008, on a bien vu que toutes les forces politiques ont été obligées de reconnaître que cette dépense publique, cet apport des services publics de l'État ou des collectivités territoriales avait été essentiel pour faire en sorte qu'elle soit moins difficile à vivre pour notre population. On voit bien comment en Grèce, au Portugal, en Espagne, la dégradation de cette capacité de l'intervention publique a des effets désastreux sur la vie de la population. Or, la consommation populaire, elle est énorme. Au vote des communistes le 22 novembre prochain, donc date du début de l'examen du projet de loi de finances ici au Sénat. Merci à vous deux d'avoir été les invités du 19h. Pierre Mendès France au Panthéon. L'idée a été avancée ce matin par Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti socialiste, lors du dépôt d'une gerbe dans le jardin du Luxembourg, à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort. Je vous propose de l'écouter. Pierre Mendès France incarnait à la fois la résistance républicaine, la réforme économique, l'éthique démocratique. Il était l'incarnation même de l'éthique de vérité et de responsabilité. Et il est pour nous un exemple à suivre dans un moment de crise, dans un moment très difficile. Je veux dire ici que je soutiens la demande d'entrer au Panthéon de Pierre Mendès France. Je crois que ce serait dans ce moment un exemple pour tout le pays et qu'il était un exemple à la fois du courage, de la vérité, de la réforme de la société dont nous avons besoin de nous inspirer. Jean Garrigue, historien, auteur de cet ouvrage, Les Hommes providentiels, histoire d'une fascination française, nous a rejoint sur ce plateau. Alors, comment jugez-vous l'initiative d'Harlem Désir de faire entrer Pierre Mendès France au Panthéon ? Écoutez, c'est pas une initiative totalement neuve. Ça fait très très longtemps, plusieurs décennies que la gauche pense à cette panthéonisation. Je crois que c'est plutôt une bonne idée si on considère que Pierre Mendès France est une de nos grandes figures de la Ve République. Juste après le général de Gaulle, sans doute. On l'a un petit peu oublié, mais en 1954, quand il arrive au pouvoir, c'est véritablement un homme providentiel. Hein. C'est l'homme qui va mettre fin à la guerre d'Indochine, qui va lancer la décolonisation de la Tunisie et de l'Afrique du Nord. C'est l'homme surtout qui apporte un espoir
à la société française une sorte de renouveau de toute une génération, et qui a eu énormément d'engouement autour de Pierre Mendès France, et qui est surtout resté une référence pour la gauche française. Alors justement, pourquoi est-il resté une référence alors que finalement il n'est resté qu'une année, une petite année au pouvoir, et il a quitté en 1955. Comment ça s'explique ça? Oui, c'est un paradoxe. Il faut dire quand même qu'il avait été déjà en 1932 le plus jeune député de France. Il était là depuis longtemps, il a été ministre du général de Gaulle à la Libération. Il n'a pas hésité d'ailleurs à claquer la porte du gouvernement quand il n'était pas d'accord avec le général. Et puis, il y a cette image très très forte qu'il a donnée avec ce slogan, cette formule « gouverner, c'est choisir ». C'est-à-dire de quelqu'un qui ne transigeait pas avec ses principes, qui avait un programme, qui en 100 jours appliquait son programme. On parle tout le temps des 100 jours pour nos gouvernants. Lui, il l'a fait en 100 jours. Et c'est quelqu'un qui avait à la fois une réputation et une technicité d'expert économique, et puis aussi cette volonté politique et cette éthique aussi, qui l'a amené d'ailleurs, lorsqu'il était mis en minorité, à partir. Et qui n'a pas essayé pendant des années de revenir au pouvoir, qui est resté droit dans ses bottes. Alors, Harlem Désir fait cette demande au nom du Parti socialiste tout entier. Il a reçu le soutien des radicaux de gauche par la voix du président des radicaux, Jean-Michel Bailey. Mais est-ce que Pierre Mendès France, c'est seulement l'apanage du Parti socialiste de la gauche? C'est l'apanage de la gauche, à mesure où il a toujours été cette image de gauche, qu'il était de gauche. Il n'était pas socialiste, il était du Parti radical, dont il a été le président. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi qu'il a été bien souvent victime des socialistes. En 1956, au moment de l'élection du Front républicain, c'était lui l'image du Front républicain, mais c'est Guy Mollet, SFIO, qui est devenu président du Conseil. Et puis à plusieurs reprises, j'allais dire que François Mitterrand lui a chippé la place. Et Pierre Mendès France était la référence de la deuxième gauche, celle de Michel Rocard, qui s'opposait à François Mitterrand. Donc il y a un lien assez trouble, une sorte de remords des socialistes vis-à-vis de cette image de Pierre Mendès France. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une image reconnue au-delà de la gauche par toute la classe politique française. On reconnaît ce qu'a été le général de Gaulle et on reconnaît ce qu'a été Pierre Mendès France. Alors depuis André Malraux en 1996, il n'y a pas eu d'autres hommes politiques dont les cendres ont été transférés au Panthéon. Qu'est-ce que ça pourrait représenter, cette panthéonisation de Pierre Mendès France dans l'imaginaire français collectif? Ça représente beaucoup de choses, et non seulement à gauche. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Voilà, on a une grande figure politique qui entrerait là au Panthéon, qui serait reconnue à sa juste valeur, et une figure, je le répète, qui représente la morale en politique. Et ça, c'est très important. Et je dirais que dans la conjoncture actuelle, c'est aussi une figure qui a su affronter une crise. Qui a résolu une crise, qui a dénoué une crise. Évidemment, là, il y a une résonance avec des enjeux actuels qui est très très forte. C'est ce qu'a dit Harlem Désir. Les Français ont besoin de repères en ces temps de crise? Oui, ça c'est incontestable. C'est bien aussi que ces repères viennent d'une histoire qui, au fond, maintenant n'est plus si récente. C'est bien de rappeler ce qu'a été Pierre Mendès France. Alors évidemment, on va en retirer des choses un peu brillante, et pas tout ce qu'a été sa carrière. Mais c'est bien aussi de se souvenir que des hommes comme lui ont, je dirais, tenu parole et ont été droits, je l'ai dit tout à l'heure, droits dans la ligne qui s'était fixée. C'est un exemple aussi pour la classe politique française. Bien, merci Jean Garrigue d'avoir été nos invités. On a posé la question à notre partenaire, les internautes du nouvelobs.com. Êtes-vous favorable à l'entrée de Pierre Mendès France au Panthéon? Eh bien, ils ont répondu oui seulement à 29%, non à 63% sur 639 votants. Voilà, ça n'a fait pas encore l'unanimité. Parce qu'ils ne connaissent pas, je pense. Eh bien, on les invite à lire votre ouvrage, Les Hommes providentiels, je rappelle, donc aux éditions du Seuil, Histoire d'une fascination française. Merci à vous Jean Garrigue d'avoir été l'invité du 19h. C'est d'ailleurs la fin de cette édition. Très belle soirée à tous. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi prochain. La méthode de l'accouchement sans douleur comporte aussi toute une série d'éléments propres à dissiper les craintes, les peurs, les angoisses héritées d'une tradition fataliste, de racontards stupides, de lectures erronées. La naissance est-elle une affaire de femme ou de médecin? Quel rôle a joué l'État dans cette relation intime entre les parents et leur futur bébé? L'histoire de la naissance depuis les années 30, une des grandes révolutions de l'histoire récente. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à l'accouchement hypermédicalisé. Naissance, une révolution, jeudi à 22h30 sur Public Sénat.
Merci.